toujours pensé que la meilleure façon d'éviter le pire, c'est de prévoir. D'accord. Donc, et parfois on m'a accusé d'être pessimiste, je ne suis absolument pas pessimiste, je crois qu'il faut savoir regarder en face les dangers, et sinon on est certain de prendre le râteau dans la figure. À l'heure où nous parlons, tout indique que M. Trump va être élu. Tous les analyses approfondies de ce qui se passe dans les swing states, ça ne veut pas dire qu'il va l'être. On est dans 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et pas besoin d'être grand clair, il faut savoir que les sondages indiquent aujourd'hui que l'extrême droite française a toutes les chances d'arriver au pouvoir. Donc ce sont des hypothèses plus que vraisemblables. Ça ne veut pas dire que ça ait lieu. Personne favori 3 ans avant une élection présidentielle en France n'a jamais été élu. Donc beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je pense que la meilleure façon de l'éviter, c'est de se confronter à ça. Nous allons donc aborder ce roman Bienheureux sur notre monde à partir de l'extrait de la citation d'André Breton que vous avez placé en épigraphe de votre ouvrage. Je cite André Breton: « Les peurs, l'attrait de l'insolite, les chances, le goût du luxe sont des ressorts auxquels on ne fera jamais appel en vain. » Puisque nous allons parler des jeux et d'un jeu bien particulier, type de jeu bien particulier, Jacques Attali, est-ce que vous diriez que le jeu porte en lui tous ces ressorts évoqués par Breton, l'apport, l'insolite, la chance, bien sûr, le goût du luxe, peut-être aussi le rêve, l'évasion et la mort aussi? Oui, j'ai été très frappé en lisant ce texte. Quand je l'ai lu pour la 2e fois, c'était quand je travaillais sur ce roman. Et j'ai constaté souvent en écrivant des romans que le moment d'écrire fonctionne comme une sorte de papier attrape-mouche, où tout ce qui passe nourrit la réflexion, l'inspiration. Donc c'est une phrase du manifeste du surréalisme qui m'a absolument saisi, parce qu'il y a tout. Il y a tout sur la nature humaine, sur la création, sur la fonction du hasard et de l'esthétique, qui fait qu'on est, oui, en effet, toujours pris entre le jeu et la création, entre l'utile et l'inutile, en ne sachant jamais vraiment ce qui est utile et ce qui est inutile. Et donc, non seulement entre ce que vous venez de dire, mais aussi entre le réel et l'irréel. Alors, votre récit est absolument passionnant, il est haletant, il est complexe, il est plein de surprises. Et évidemment, on va faire en sorte de ne pas les dévoiler, ces surprises. Pas toutes, en tout cas. Pas toutes. La structure du livre, il y a 3 grandes parties, avec des titres à chaque fois surprenants: les sombres, les illusionnistes, les vivants. Et votre éditeur dit que c'est un livre qui est une dystopie tragiquement réaliste. La question que je me suis posée, c'est quelqu'un qui a 30 milliards de dollars, qui veut faire le bien et changer le monde, et est convaincu que le monde court à la catastrophe, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça c'est la question qui est au début du roman. Alors je me suis placé en 2029, on dira peut-être pourquoi tout à l'heure. En fait, je peux le dire tout de suite, parce que je crois que les 5 années qui viennent d'ici à 2029 sont aussi importantes que les 5 années qui sont écoulées entre 1908 et 1914, 1909 et 1914, où tout était en place pour que le XXe siècle soit très heureux. Il y avait des progrès techniques extraordinaires, il y avait développement démocratique, il y avait tout pour qu'il n'y ait pas la guerre. Les souverains régnant en Russie, en Allemagne et en Grande-Bretagne, étaient cousins germains, leur intégration était considérable, tout était en place pour que le XXe siècle soit très heureux. Et on pourrait ajouter les raisons pour lesquelles le XXe siècle devait être très heureux. Puis on sait ce qui s'est passé: Première Guerre mondiale, grippe dite espagnole qui ne l'était pas du tout, crise financière mondiale, crise mondiale, fascisme, nazisme, etc. On aurait pu l'éviter. Aujourd'hui, on est exactement dans le même moment. On a tout pour que le XXIe siècle soit très heureux. Des progrès techniques extraordinaires, d'énormes mouvements en faveur de la liberté, de la démocratie des peuples, de la justice sociale, la prise en compte de l'intérêt de la planète en tant que telle. Tout est en place pour ça. Et pourtant, on sent bien que tout peut glisser à la catastrophe écologique, militaire, technologique. Tout peut glisser à la catastrophe. Et que si on ne prend pas le bon virage maintenant, la catastrophe est là. Alors je me suis placé en 2029 au moment où c'est trop tard, où la catastrophe a commencé à avoir lieu, elle est presque irrattrapable. Et je me suis placé dans une hypothèse politique particulière qui est de moins en moins invraisemblable. M. Trump à la Maison-Blanche, Mme Le Pen à l'Élysée,
le président chinois a déclenché la guerre contre Taïwan et les Russes ont pratiquement envahi l'Ukraine et la guerre s'est développée au Moyen-Orient après les massacres du 7 octobre. Donc, je me suis placé dans cette situation et l'Europe est devenue extrêmement dure. Cet homme a lancé un mouvement terroriste parce qu'il a pensé au départ que ce n'était pas le terrorisme qui pouvait empêcher ça, cette évolution. Et avec son groupe, il distingue 3 catégories de personnes, vous l'avez dit. Les illusionnistes, ce sont ceux qui ont l'apparence du pouvoir. Les politiques, les grands patrons. Oui, mais ça, c'est qu'une apparence. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en tuant 2 ou 3 patrons, ça ne changeait rien, parce qu'ils étaient remplacés, ou qu'en tuant un chef d'État, ça ne change rien. Il est remplacé. Et donc, il cherche les sombres, c'est-à-dire ceux qui gouvernent vraiment, avec un groupe de gens, ses amis, qu'il appelle les vivants. C'est ceux qui veulent que le monde aille mieux et qui emploient tous les moyens. Voilà, il est en prison, ses amis vont le faire libérer et le roman commence. Alors, il y a quelque chose qui, quand même, est une allusion très forte, c'est qu'ils se parlent entre eux en araméen. Oui, parce que vous avez dit qu'il porte le nom proche d'un Premier ministre israélien. En fait, lui est chrétien maronite libanais, dont l'araméen était une langue parlée dans la région. Il y a encore des petits villages qui le pratiquent. Et donc, leur langue secrète entre eux, c'est l'araméen. C'est une langue qu'on peut presque qualifier de vernaculaire par rapport à l'assyrien, à l'akkadien, au babylonien. Mais c'est la langue du Christ aussi. Ouais, c'est la langue des Hébreux. Le Christ était juif, donc c'est la langue des Hébreux. C'est la langue parlée par la plupart des Hébreux en Judée et en Samarie entre le 4e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire la destruction. Pourquoi vous avez choisi cette langue particulière ? C'est très difficile. J'ai choisi cette langue parce que je voulais qu'il y ait une connotation, beaucoup de fausses pistes, comme vous allez voir, il y a beaucoup de fausses pistes dans le roman. J'ai voulu qu'il y ait une langue secrète, et comme je voulais que ce terroriste soit un intellectuel dont le père lui-même était un terroriste libanais, il y a eu beaucoup de terroristes libanais, son père est un terroriste libanais venant d'un petit village qui est aussi le village de Khalil Gibran. Qui est Psharé, dans les monts Liban. Voilà. Et à Psharé, on a parlé araméen, donc ça s'est imposé. J'ai voulu faire aussi un hommage à Khalil Gibran, ce très grand poète libanais, en faisant de la famille de mon héros un voisin de Khalil Gibran. On va dire dans 5 ans, 2029, vous venez de nous dire que quelque part pour vous, ça sera presque déjà trop tard. Je reviens sur les scénarios politiques, puisque votre livre est à la conjonction à la fois des jeux vidéo et de la politique. En particulier avec cette élection de Trump en novembre 24 et une deuxième candidature en arguant du fait que c'est 2 mandats consécutifs qui sont possibles. Marine Le Pen, élue en 27. C'est pour les besoins du roman ou quelque part vous vous situez dans une hypothèse... là, j'interroge Jacques Attali, oui, alors là, on sort du roman, mais bon, on va y revenir tout de suite. D'abord, j'ai toujours pensé que la meilleure façon d'éviter le pire, c'est de le prévoir. D'accord. Donc, et parfois, on m'a accusé d'être pessimiste. Je ne suis absolument pas pessimiste. Je crois qu'il faut savoir regarder en face les dangers, et sinon, on est certain de prendre le râteau dans la figure. À l'heure où nous parlons, tout indique que M. Trump va être élu. Tous les analyses approfondies de ce qui se passe dans les swing states, ça ne veut pas dire qu'il va l'être. On est à 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et pas besoin d'être grand clair, il faut savoir que les sondages indiquent aujourd'hui que l'extrême droite française a toutes les chances d'arriver au pouvoir. Donc ce sont des hypothèses plus que vraisemblables. Ça ne veut pas dire que ça ait lieu. Personne favori 3 ans avant une élection présidentielle en France n'a jamais été élu. Donc beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je pense que la meilleure façon de l'éviter, c'est de se confronter à ça. Alors vous avez ceux qui sont là et qui ont la gentillesse d'être avec nous, on se demande pourquoi vous avez parlé de jeux vidéo, puisque pour l'instant il n'est pas question de jeux vidéo. En réalité, je révèle un des twists du roman qui arrive au premier tiers. Je préfère vous le laisser faire. En fait, tout ce à quoi on assiste dans la première partie du roman, dans le premier tiers, ce personnage qui
s'évade de prison, reprend son combat, essaye de détruire les gens qui empêchent le monde d'aller bien. Tous ces personnages sont des personnages d'un jeu vidéo. Voilà. Et en réalité, le vrai héros, un des vrais héros du roman, c'est celui qui a conçu ce jeu vidéo et Lucien et qui s'est dit, qui lui aussi a beaucoup d'argent, vraiment, parce que qui a beaucoup d'argent pour peut-être d'autres raisons que le personnage de son jeu vidéo, et qui s'est dit, les livres, ça sert à rien, les essais, ça sert à rien, les films, ça sert à rien, personne ne s'intéresse plus à rien, la seule chose auquel les gens s'intéressent, c'est le jeu vidéo. À l'heure où nous parlons, il y a entre 1 et 2 milliards de personnes qui sont en train de jouer à un jeu vidéo. En ce moment. Oui. Et ben, la seule façon de toucher les gens, c'est de faire un jeu vidéo qui leur donne un coup de poing, les fasse se réveiller et qui en fait des acteurs du changement. Alors il regarde, il n'y connaît rien parce qu'il a beau être ingénieur au départ, il est un très bon mathématicien, astrophysicien. Voilà. Oui. Qui habite Marseille pour des raisons, étant lui aussi d'origine arméno-libanaise. Ça m'a beaucoup amusé à construire toutes ces généalogies. Sa grand-mère est une Gemayel quand même. Sa grand-mère est une Gemayel. Et une partie de sa famille est juive. Et il apprend, il se rend compte que les jeux vidéo, c'est vraiment ça qui fait tout. Mais il regarde les jeux vidéo parce qu'il n'en pratiquait pas. Il se rend compte que les jeux vidéo sont presque tous sans intérêt intellectuel. Ils sont même facteurs de mort, puisqu'il semblerait, même si c'est très disputé, que tuer quelqu'un dans un jeu vidéo n'est pas un facteur de substitution à la violence réelle, mais plutôt un incitateur de la violence réelle. On constate qu'il n'y a pratiquement aucun jeu intéressant, éveilleur de conscience, même si les Nations Unies avaient voulu lancer une initiative sur des jeux écologiques, ça n'a pas marché. Et si les fabrications de jeux vidéo, vous donnez un chiffre, le jeu vidéo le plus cher aujourd'hui au monde, c'est un jeu qui s'appelle GTA V. Qu'est-ce qui a joué à GTA ici, dans cette pièce? Vous viendrez nous voir. Qui a joué à GTA? Je pense que ça indique l'âge du public, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à GTA. Alors, ça peut dire aussi que les gens ont peur un peu de se dévoiler. De se dévoiler, il y a quelqu'un qui a le courage de le dire. GTA V, ça a coûté 300 millions de dollars à être fabriqué. Ce qui est à peu près le prix du film le plus cher aujourd'hui, qui est le dernier épisode d'Avengers, qui a coûté à peu près la même chose, 290 millions de dollars. Donc vous voyez, le cinéma et les jeux vidéo, qui vont, on va peut-être en parler, se rejoindre et être la même chose, sont des machines extrêmement coûteuses et extrêmement lourdes. Et lui, il a l'argent, parce qu'il a beaucoup plus d'argent qu'un jeu vidéo. Il décide d'apprendre, de réunir les meilleurs spécialistes, et ça m'a beaucoup amusé de raconter de la façon la plus ludique possible comment on apprend à faire un jeu vidéo, comment on fait un jeu vidéo, quelles compétences on a besoin de réunir. Il les fait, et il construit ce jeu vidéo-là. Donc la deuxième partie, c'est comment il mène l'aventure de la création de ce jeu vidéo. Et la troisième partie, ça va être la réception. C'est comment le jeu vidéo est reçu par une jeune professeure de lettres. Qui s'appelle Eloa. Qui justement s'appelle Eloa, qui est sa voisine en réalité, dans une petite banlieue de Rambouillet, où il s'est caché pour pouvoir construire son jeu vidéo. Et il se nourrit de ce qu'il voit, en particulier de sa voisine, professeure de lettres, qui s'intéresse. Et elle est passionnée par certains livres qu'on retrouve dans le jeu vidéo et qu'on retrouve dans sa vie à lui. Donc le fil est énorme. Voilà. Les humains sont de plus en plus surveillés, assommés de drogues chimiques et de jeux vidéo. Impossible d'éveiller les consciences quand les gens ne peuvent ne pas avoir à manger. Le lendemain, ils sont fascinés quand même par des joueurs de foot réels ou virtuels. Alors, en lisant cela, on pense à Raffaele Simone, le grand essayiste italien qui, il y a déjà quand même maintenant 15 ans, avait écrit le livre « Le monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite ?» Quelque part, il partait de l'analyse. Il y a beaucoup de... Oui, ça c'est un texte important. Et beaucoup de textes ont été là-dessus. Il y avait évidemment le livre d'un philosophe il y a longtemps, l'Homo Ludens, sur la fonction... Huizinga, sur l'importance du jeu dans l'humain. Et puis il y a aussi quelque chose qui est en fait à la racine de tout. Quand on regarde quel est le premier jeu de tous les jeux
J'avais écrit un livre là-dessus, parmi les 87 que vous avez cités. Je crois que le premier jeu de tous les jeux, c'est le labyrinthe. Pourquoi le labyrinthe? Parce qu'on trouve des labyrinthes sur certaines plages nordiques qui ont entre 12 et 15 000 ans. Parce que le labyrinthe est une métaphore du voyage. Et il semblerait... C'est dans le livre, vous faites un passage là-dessus. Voilà. Et le labyrinthe permet à ceux qui ne voyagent pas de faire comme s'ils voyageaient, c'est-à-dire aux sédentaires de passer pour un nomade, permet à celui qui va voyager de exorciser les dangers du voyage. Les marins passaient sur le labyrinthe avant de monter à bord, semble-t-il. Et ensuite, permet de construire les grands mouvements des traversées mythologiques qu'on le retrouve ensuite dans la chrétienté, puisque le labyrinthe est dans tous les temples grecs et romains, mais les églises les ont conservés jusqu'au moment où l'Église commence à prendre peur contre le jeu et élimine tous les labyrinthes qu'on trouve dans les églises, sauf certaines qui ont réussi à les conserver, comme Chartres, qui a réussi à conserver son labyrinthe en le masquant par des tapis pendant des siècles. Et puis après, l'Église l'a toléré. Et puis ensuite, le labyrinthe a basculé dans les jardins, quand l'Église perd son pouvoir attractif. Donc le labyrinthe, c'est le labyrinthe de jardin, qui est d'ailleurs en anglais, le labyrinthe et le labyrinthe de jardin sont deux mots différents. Et puis ensuite, il y a eu les jeux de labyrinthe. Et puis il y a le jeu vidéo qui vient s'inscrire là-dedans, sachant que le roman est aussi, évidemment, un labyrinthe. Et le jeu vidéo a cela d'extraordinaire, c'est qu'il est et il va être une totalité, dans la mesure où il est à la fois un jeu vidéo, un labyrinthe, il est à la fois un spectacle, puisqu'on a un magnifique spectacle dans le jeu vidéo. Il est aussi un acte de liberté. On n'est plus prisonnier. Quand on lit un roman, d'ailleurs, il y a un des personnages dans mon roman qui dit ça. Il dit « J'en ai marre de lire des romans, c'est toujours... je suis spectateur. » C'est pas n'importe... Pardon, je vous coupe, c'est pas n'importe quel personnage. C'est le fils. C'est Victor, il a 10 ans, c'est le fils d'Eloa. Sa mère est professeure de lettres. C'est ça. Et il lui dit « Mais j'en ai marre avec tes romans. Au moins, quand je fais les jeux vidéo, je construis mes personnages. » Voilà. Et j'essaie de voir ce qu'ils lisent à cet âge, qu'ils lisent à 16-17 ans, puisqu'elle enseigne à des jeunes filles de 16-17 ans. Et en effet, le jeu vidéo, qui, à mon sens, va devenir, dans les 10-15 ans qui viennent, l'œuvre d'art absolue, et qui va fusionner avec le cinéma, c'est pratiquement fait maintenant, qui va intégrer les plus grands artistes plastiques, les plus grands musiciens, qui va changer de nature quand il y aura la possibilité d'utiliser le métaverse de façon ludique. Moi, j'ai vu des expériences aux États-Unis de métaverse qui ne donnent pas mal à la tête et qui sont véritablement très confortables, dans lesquelles on rentre dans des possibilités de voyage qui vont devenir très... ce qu'on voit maintenant de façon expérimentale dans 10 ans au plus, c'est de la grande distribution. Donc on va assister à une explosion d'une nouvelle forme d'art qui seront une sorte d'univers virtuel dans lequel le risque est qu'on ait tellement peu d'intérêt au monde réel qu'on va vivre là-dedans, où chacun pourrait être, si on poursuit la métaphore jusqu'au bout, enfermé dans son univers virtuel, qu'il choisirait parmi tous ceux qui seront disponibles. Il vivrait, quitte à tendre la main pour se nourrir de temps en temps, pour survivre, mais qui passerait toute la vie à l'intérieur de ces univers qui seront, d'une certaine façon, bien plus intéressants, bien plus stressants, donc fabricants d'adrénaline et de cortisol et de toutes les endorphines imaginables qui correspondent à des gratifications, que le monde réel. Il dit d'échéance pour déchéance, je suis devenu une merde, le monde est une merde, on va bien ensemble puisque tout est simulacre, autant profiter au moins de l'idée illusoire que la vie extraterrestre est à portée de télescope. Donc il s'engage pour faire ce jeu et il a cette idée d'un jeu étonnant qui sera
totalement addictif. Et là, vous allez dire un mot de l'addiction des jeux vidéo. Et voilà ce qu'il en dit de ce projet, page 133. Si certains jeux sont érudits, captivants, les plus profitables sont tous des jeux de compétition, de bataille, de conquête ou de massacre. On y voit reproduit ce que l'humanité aime vraiment, gagner, tuer, éliminer, conquérir. Il n'en existe aucun, vous l'avez dit tout à l'heure, pour apprendre à rendre la Terre habitable. Lui, il dit, mon projet, c'est révolutionnaire, c'est d'utiliser l'outil des jeux vidéo pour changer le monde. Oui, c'est ça. Pour faire ce que des grands livres ont fait. Il y a des grands livres. Le manifeste du Parti communiste. Voilà, le manifeste de 48, texte écrit en une semaine par deux personnes perdues au milieu de nulle part, a révolutionné, changé le 19e et le 20e siècle, pour le meilleur et pour le pire. Lui, il se dit, il y a un truc fou, quoi. Il y a un instrument extraordinaire d'accès à la connaissance, d'éveil des consciences, qu'on n'utilise pas. C'est vrai qu'il commence à y avoir des jeux, je ne veux pas être injuste et limité, parce qu'il y a d'abord, je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose comme 500 000 jeux vidéo différents. Hein. C'est l'ordre de grandeur. Donc, comme je ne les connais pas tous, il y en a forcément, sûrement certains qui sont exceptionnels, et peut-être qu'il existe déjà ce jeu, mais je ne le connais pas. Le malheur, c'est que les jeux les plus rentables sont les jeux de mort, et les jeux les pires. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe plus généralement dans nos sociétés. Les activités que j'appelle l'économie de la mort, c'est-à-dire toutes celles qui tournent autour des énergies fossiles, des sucres artificiels, et tout ce qui tue, c'est plus rentable que l'économie de la vie. C'est-à-dire les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, la distraction, la culture, l'eau. Et aussi longtemps que l'économie de la mort sera plus rentable que l'économie de la vie, on ira vers le désastre. Donc, il faut changer. C'est s'il y a une morale du roman qu'on ne verra apparaître que tout à fait à la fin, c'est que les monstres, c'est pas des gens. Les monstres, c'est chacun de nous qui sommes complices du monde comme il est, et c'est en nous changeant nous-mêmes qu'on changera les choses. Dans chaque individu, il y a cette part complexe, d'autant que vous citez Nietzsche, qui dit voir souffrir fait plaisir, faire souffrir plus encore, au-delà de la stricte dimension économique et financière. Nous sommes tous des bourreaux et des barbares, et nous avons tous en nous une étincelle d'amour, d'altruisme, d'empathie, et c'est celle-là que mon héros essaye, quand il a compris ça, de faire surgir dans son jeu, pour que les gens trouvent plus de gratification dans l'altruisme que de gratification dans l'égoïsme. C'est tout le changement qui est nécessaire. La date où il met en ligne ce projet, auquel il a, on peut dire, consacré toute sa vie et ses dernières années, c'est le 9 septembre 2026. C'est une date qui est intéressante, c'est 250 ans jour pour jour après que les 13 colonies britanniques sont constituées en États-Unis d'Amérique. Vous avez choisi la date par hasard ? Non, absolument pas. On trouve souvent des choses a posteriori, mais je n'y ai pas pensé avant. Si. Souvent, d'ailleurs, on m'a fait remarquer ça, on le remarque souvent dans beaucoup de choses, c'est qu'il y a des coïncidences que souvent on s'attribue comme des pensées prémonitoire, mais là, ça n'est vraiment qu'une coïncidence. Ma question n'était pas, si je puis dire, dénuée d'une autre intention. Ça fait partie aussi du hasard de l'écriture. Est-ce que les jeux vidéo laissent une part à la sérendipité, comme on dit, ou au hasard, à votre avis ? Les trois jeux initiaux dans l'histoire des jeux, c'est les jeux de voyage, le labyrinthe, les jeux de hasard et les jeux de ballon. Ballon, c'est les trois jeux initiaux, ballon, balle. Ouais. Le jeu vidéo laisse une place au hasard dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui viennent des ennemis de l'extérieur, qui, pour le joueur, sont du hasard. Je ne sais pas si vous savez, mais serendipity, c'est un mot qui vient de la langue tamoule, qui indiquait le nom du Sri Lanka, qui, dans la Bible,
et le paradis. La Bible situe le paradis terrestre au Sri Lanka. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que le hasard pouvait conduire au meilleur. C'est ça qu'il y a derrière l'idée de serendipity. Dans les jeux vidéo, il y a cette idée, mais c'est plutôt l'idée du hasard comme surprise qui va... C'est l'aléa. Oui, qui va permettre aux joueurs d'avoir une gratification supplémentaire ou du stress de plus. Le stress est une addiction. Le jeu vidéo joue sur le stress comme addiction, qui n'est pas que dans le jeu vidéo, mais le jeu vidéo pousse à l'addiction par le stress. On dit un mot d'Eloa quand même, c'est un personnage quand même tout à fait intéressant. Hein. Alors, puisque nous sommes à Saint-Émilion, pas loin de Bordeaux, je dis que Eloa, qui est issu d'une famille de négociants en vin, il s'appelle les Deux Mortiers, connaît très bien Pessac, et sa famille a été des résistants, et on croise au détour des pages un certain Maurice Papon, un certain Friedrich Doos, qu'on appelle le Barbie de Bordeaux, qui est mort dans son lit en 95 en Allemagne sans avoir aucun problème. Vous citez aussi Georges Bonnac. C'est un personnage intéressant parce qu'elle est aussi, j'allais dire, dans notre monde. C'est une enseignante, prof de français. C'est le héros, celui qui crée le jeu vidéo. Il a décidé de se cacher, et pour se cacher dans un petit village à côté de Rambouillet, et il se trouve que sa voisine, c'est cette dame, 35-40 ans, jeune professeur de français, de lettres, dont la famille est d'origine bordelaise et qui a connu toute cette histoire. Donc je raconte toute cette histoire de la résistance bordelaise dans laquelle elle est mêlée, la résistance et la collaboration, et elle va être confrontée au fait que son fils... elle s'en inquiète. Oui, pardon, Jacques Attali. Elle est confrontée, certes, au problème de son fils, elle est aussi confrontée à son métier. Elle est confrontée d'abord à ses élèves. Oui, c'est ça, exactement. Dans le texte, il y a des références tout à fait remarquables. On a dit Khalil Gibran, Kundera. Oui, il y a un livre, il y a beaucoup de pistes pour comprendre dans le roman. Mais dans le jeu vidéo, le personnage qui est le héros dans le jeu vidéo, un livre qu'il aime par-dessus tout, c'est Le Baron Perché d'Italo Calvino. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais il adore ce livre. En réalité, c'est un livre que celui qui a créé le jeu vidéo a découvert en observant sa voisine qui lisait Le Baron Perché. Donc il y a vraiment des tiroirs qui permettent, comme dans un roman policier, de découvrir... Toujours est-il que ces élèves, manifestement, elle a du mal à les accrocher à communiquer avec eux. Elle lise, ses élèves, les garçons ne lisent pas, les filles lisent des romances, et elle essaye de leur faire, c'est pas si mal d'ailleurs, il y a des romances qui sont pas mal, et elle essaye de leur faire lire autre chose, mais elle a du mal, encore plus avec son fils qui est plus jeune. Qui pourtant lisait bien, puis tout d'un coup s'est mis aux jeux vidéo aussi. Et a arrêté de lire. Et l'addiction se fait immédiatement. Elle-même d'ailleurs, à un moment, elle va y toucher. Évidemment, comme son fils se met à jouer aux jeux vidéo, elle s'y intéresse et elle est prise aussi. Mais ça, on ne va pas en dire plus. On n'en dira pas plus. On va terminer pour donner la parole au public. Il y a des réflexions qui sont vraiment très fortes dans votre livre. À un moment, il y a une citation du château de ma mère. Je cite, de la phrase de Pagnol. « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. » Une phrase très forte. C'est une phrase que tout le monde connaît. Je crois que c'est la dernière phrase du livre. Oui, c'est une façon de résumer la condition humaine que Pagnol avait merveilleusement fait. Et puis, il y a aussi, même chose, le souvenir des années passées avec lui, elle parle d'un homme, était plus heureux que celles qu'elles furent en réalité. C'est votre vécu, ça? Non, j'ai aucune nostalgie. C'est la maladie des origines. Hein. Je n'ai aucune nostalgie. La seule chose qui m'intéresse, c'est ni hier, ni aujourd'hui, c'est demain. En vous lisant, on se dit, c'est un livre qui est à la fois extrêmement fort, haletant, terriblement enlevé. Et vous connaissez forcément la dernière phrase de L'homme unidimensionnel de Marcuse. Il cite Walter Benjamin. Et cette phrase de Benjamin, c'est à cause de ceux qui sont sans espoir que l'espoir nous est donné. Est-ce que vous diriez que
Vous-même, votre livre est un livre d'espérance. Ce que vous dites me fait penser à quand Karl Marx, à la fin de sa vie, a reçu des socialistes allemands qui venaient de se constituer en partie un projet de programme politique et demandait à Karl Marx de bien vouloir leur faire l'honneur de leur donner son avis sur le programme politique. Pour le premier congrès du parti qui allait se tenir en Allemagne, dans la ville de Gotha, Karl Marx a commencé par grogner. Il dit, le socialisme dans un seul pays, ils sont nuls. Le socialisme, ça sera planétaire ou ça ne sera pas. Mais il s'est quand même livré à l'exercice et il a écrit un texte terrible qui s'appelle Critique du programme de Gotha. Ouais. Oui, bien sûr. Texte bien connu de ceux qui s'intéressent à l'histoire de la gauche. Mais on note pas assez qu'il a signé ce texte, une petite phrase en latin. Karl Marx parlait parfaitement latin et bien d'autres langues. Il a signé « Dixi et salvavi animam meam ». Je dis ça pour sauver mon âme, mais je ne crois pas vraiment que vous allez me suivre. Voilà mon état d'esprit. Merci beaucoup, Jacques Attali. Je crois qu'on peut vous applaudir. Avant que vous n'interveniez, je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux dans cette ville, très heureux à remercier Mazarine d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Et bravo pour ce festival extraordinaire que je découvre avec joie. Merci. Allez-y, monsieur. Oui, voilà. Merci. Allez-y. Bonsoir, monsieur Attali. Vous qui murmurez à l'oreille des présidents, peut-être devriez-vous aller proposer la dédicace de vos ouvrages, et notamment du dernier, auprès des dirigeants des puissances les plus belliqueuses qui évoluent sur notre planète. Les illusionnistes. D'abord, je n'ai été le conseiller que d'un seul président, qui était François Mitterrand. Le hasard de la vie a fait que j'ai connu tous les autres, plus ou moins après, mais je n'ai aucune influence particulière. Ils auraient tous fait la même carrière s'ils ne m'avaient pas rencontré. Quant à murmurer à l'oreille des autres, moi je le fais à haute voix, par mes livres, mes articles, mes conférences, aussi de façon plus discrète par des activités diplomatiques que je peux être amené à mener. J'ai le sentiment qu'on roule vers l'abîme et que ça ne sert plus à grand-chose. Mais je ne voudrais pas désespérer, puisque la meilleure preuve que je ne voudrais pas que vous désespériez, c'est que je continue et que je ne désespère pas. Enfin, vous êtes aussi un lanceur d'alerte. Je vais lire un texte là. Si la France ne réagit pas tout de suite, si les Français continuent de se prélasser en vacances mentales, s'ils laissent leurs ennemis serrer leurs griffes sur eux, s'ils ne se donnent pas un grand projet mobilisateur, ils découvriront un jour que leurs villes sont sous les eaux, que leurs maisons ont été saisies par d'impitoyables créanciers, que leurs emplois sont menacés, que leur niveau de vie s'effondre, que des bombes de toute nature sont lancées sur leurs parasols. Il sera trop tard, bien trop tard. C'est pas vieux, c'est du 15 mai et c'est sur attali.com. C'est dans les Échos aussi, c'est l'éditorial des Échos que je fais chaque semaine. Je considère qu'en effet, une grande partie de l'Occident, et en particulier la France, est en vacances mentales. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur immense des dangers qui sont devant nous, dangers militaires, dangers climatiques, dangers technologiques, dangers sociaux, dangers éthiques, on ne s'en rend pas compte. Ou, si on s'en rend compte, on préfère ne pas le voir et on se met en vacances mentales. Alors, on s'occupe des Jeux Olympiques, on s'occupe de tel ou tel événement plus ou moins intéressant, mais on ne crée pas les conditions d'une mobilisation générale, morale, politique, qui n'a pas de sens si elle était simplement par peur. On ne mobilise pas sur la peur, on mobilise sur un projet. Merci. Je vais céder le micro à Mazarine Pinjot parce que c'est la fin de cette 17e édition de Philosophia. Voilà. Merci Jean. Juste quelques mots pour clore, malheureusement avec tristesse, cette 17e édition qui
qui vraiment était formidable. Donc tristesse de la clore, mais joie devant le bilan, je dirais, de cette très belle édition sur le jeu et les jeux qui se clôt en beauté grâce à l'amitié que nous a fait Jacques Attali de venir parler de son roman. Et merci à toi aussi, Jean, pour avoir très magnifiquement introduit cette conférence et modéré cette conférence. Donc voilà, je clôt cette édition. Je ne peux pas vous donner le thème de l'édition prochaine car il n'a pas encore été collégialement décidé. Vous savez, c'est aussi une assemblée démocratique, l'association des idées nouvelles qui porte le festival Philosophia. Mais vous le saurez très vite. Nous allons communiquer sur les réseaux que nous avons désormais investis. Et je vous invite en revanche, alors pour certains, à aller se faire dédicacer le livre de Jacques Attali, et pour les autres, mais ça peut être les mêmes, car ça peut être en 2 temps, peut-être venir boire un petit verre de l'amitié dans le jardin des Dominicains. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité.